Bonjour, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je donne la parole à votre animatrice, Jessica Fournier, responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Jessica Fournier, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Jessica Fournier, je suis votre animatrice pour ce 5e webinaire dans la nouvelle série Soins et soutien communautaire liés à la démence, des innovations pour un soutien de proximité aux personnes vivant avec la démence et aux partenaires de soins. Nous sommes heureux de proposer un service d'interprétation simultanée pour ce webinaire. Si vous voulez voir et entendre la présentation en français et que vous n'avez pas encore été transféré, veuillez nous le dire dans la boîte de dialogue au bas à droite de l'écran. Vous devrez fermer les haut-parleurs de votre ordinateur et composer le numéro de téléphone à l'écran. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires en tout temps dans la boîte de dialogue, en anglais ou en français. La discussion orale sur les commentaires et questions aura lieu à la fin du webinaire, mais nous vous encourageons à répondre, à commenter au fur et à mesure de la présentation, quand vous le souhaiterez. En outre, nous allons résumer les questions et commentaires à la fin du webinaire et traduire le résultat dans les 2 langues officielles, de manière à pouvoir vous communiquer une synthèse postérieurement au webinaire. Cette synthèse vous permettra avec des liens à l'enregistrement. Nous avons des représentants aujourd'hui des universités, des autorités régionales de santé, de la Société canadienne de l'Alzheimer, de l'Institut canadien de recherche en santé, de Santé Canada, de l'Agence de santé publique du Canada, du Collège royal des médecins de famille, du ministère de la Santé de partout au Canada et bien d'autres encore. Avant de commencer, je vais commencer ce webinaire en reconnaissant que nous nous rencontrons sur des terres qui ont été habitées par les peuples autochtones depuis un temps immémorial. Je me trouve actuellement à Perth, Ontario, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Huron-Wendat et Haudenosaunee, et qui fait l'objet des traités du Haut-Canada. Je vous encourage également à partager dans la boîte de dialogue le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Voici les membres de l'équipe qui ont créé et qui produisent cette série de webinaires: Neil Drimer, Lindsay Yarrow, Émilie Lalonde et moi-même, Jessica Fournier. Mes collègues Sheena Kelly et Isabelle travaillent en coulisses à la régie. Nos conférencières sont la professeure Deborah Morgan et la professeure Megan O'Connell. Donc, je vais donner la parole à la professeure Morgan pour se présenter. Professeur Deborah Morgan, bonjour. Je m'appelle Deborah Morgan, je suis professeur à l'Université de la Saskatchewan, au Centre canadien de sécurité en milieu agricole. J'anime l'équipe RADAR, c'est-à-dire l'équipe de recherche en démence, depuis une vingtaine d'années. J'ai une formation d'infirmière. Jessica Fournier, merci. Professeur Morgan. Professeur O'Connell, à vous la parole. Professeur Megan O'Connell, bonjour, je m'appelle Megan O'Connell, je suis professeur de psychologie à l'Université de la Saskatchewan. Je suis psychologue clinicienne, je me spécialise en neuropsychologie. Je passe environ 20% de mon temps en pratique clinique, en plus de mes recherches. Jessica Fournier, merci, professeur O'Connell. Nous avons également nos 2 animatrices, Mimi Lowe-Young et Mary Beth Whiten, qui vont nous faire part de leur point de vue d'experte. Mimi Lowe-Young, à vous la parole pour vous présenter. Mimi Lowe-Young, bonjour. Je suis très heureuse de me trouver parmi vous. Je m'appelle Mimi Lowe-Young. Je suis présidente du conseil d'administration de AgeWell, un réseau de chercheurs qui créent des solutions technologiques et des innovations pour favoriser le vieillissement en santé et pour soutenir les personnes atteintes de démence ainsi que leurs proches aidants. Je suis ex-chef de la direction de la Société de l'Alzheimer du Canada et je suis actuellement boursière principale et enseignante adjointe à l'Institut d'évaluation des politiques en santé de l'Université de Toronto. Jessica Fournier, très bien. À vous, Mary Beth Whiten. Mary Beth Whiten, merci. Je m'appelle Mary Beth Whiten. J'ai 54 ans. J'ai reçu un diagnostic il y a 6 ans. Diagnostic de
démence frontotemporale probable. Je suis présidente de Dementia Advocacy Canada, qui est un groupe national de défense des intérêts de personnes atteintes de démence et de leurs partenaires de soins. Je suis également membre du Conseil consultatif ministériel sur la démence du ministère de la Santé fédéral du Canada et je participe à de nombreux projets et équipes à divers titres. Jessica Fournier, merci beaucoup, Mary Beth Whiten. Alors, nos objectifs pour aujourd'hui sont de vous présenter la série de webinaires soins et soutien communautaire à la démence de la FCASS. Ensuite, de présenter des innovations, notamment aujourd'hui, nous allons parler des Rural Primary Healthcare Memory Clinics et de RRMC 2.0. Et puis, animer une discussion sur la diffusion potentielle des normes et innovations qui améliorent les soins et le soutien aux personnes atteintes de démence. La FCASS est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de collaborer avec des partenaires en vue d'identifier et de diffuser des innovations éprouvées en vue d'améliorer les soins de santé à proximité et au niveau communautaire dans des domaines de priorité partagée au niveau provincial, territorial et fédéral. L'impact de notre travail, une amélioration durable de l'expérience des patients, de la santé, de la vie professionnelle des prestataires de soins de santé, de l'utilisation des ressources. Nous croyons en notre pouvoir collectif de changement. Donc, nous travaillons la main dans la main avec nos partenaires pour ajouter de la valeur. Notre série de discussions sur la démence en milieu communautaire vise à améliorer donc un diagnostic rapide approprié en près de compassion de la démence en soins de santé primaire, la coordination des soins de soutien et une meilleure navigation du système après le diagnostic. Pour un complément d'information sur ces thèmes et les dates du webinaire, vous pouvez visiter notre page web sur le site web de la FCASS. Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite assister à ces webinaires, envoyez-leur le lien, s'il vous plaît, pour pouvoir s'inscrire. Si vous êtes au courant d'une innovation qui est susceptible de se diffuser dans l'ensemble du Canada, portant sur un diagnostic rapide approprié empreint de compassion de la démence en soins de santé primaire ou la coordination des soins de soutien et une meilleure navigation du système après-diagnostic applicable dans le contexte de la COVID-19, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse figurant à l'écran ou encore si vous souhaitez recevoir une trousse pour faire la promotion de cette série sur votre site web ou dans les médias sociaux. Voici les pistes de réflexion que nous vous proposons aujourd'hui et pendant toute la série des webinaires. Quelles autres innovations à fort potentiel existent-ils et pourraient-elles être adaptées partout au Canada? Quel est l'intérêt de votre organisation, de votre province, de votre territoire pour ces innovations? Sur quel plan la FCASS peut-elle ajouter de la valeur pour favoriser l'adoption d'une approche interprovinciale et interterritoriale de diffusion de ces innovations? Et quelles sont les possibilités de partenariat pour diffuser ces innovations afin d'améliorer les soins et le soutien communautaire liés à la démence? Nous allons à présent prendre quelques instants à réfléchir sur l'importance d'une amélioration de l'accès au diagnostic dans les soins de la démence et du soutien au niveau communautaire. J'aimerais demander à Mary Beth Whiten et Mimi Lo-Young de répondre à une ou deux questions. Mary Beth Whiten, à vous d'abord. Que pouvons-nous faire dès à présent pour soutenir les personnes qui ont besoin d'une évaluation au niveau cognitif afin que ces personnes puissent obtenir une telle évaluation et comment pouvons-nous les mettre en lien avec les ressources dont ils ont besoin tout de suite après le diagnostic? Mary Beth Whiten, excellente question. Quelques faits. En 2018, 41% des médecins canadiens de soins primaires s'estimaient bien préparés pour prendre en charge les soins de la démence en milieu communautaire. Par comparaison, 69% des médecins en Norvège et 63% au Royaume-Uni s'estimaient bien préparés. Donc, pour soutenir les personnes qui ont besoin d'une évaluation relative à une éventuelle affection cognitive, nous devons sensibiliser 3 médecins canadiens sur 5, car seulement 2 sur 5 se sentent bien préparés. Les possibilités de diagnostiquer la démence et de bien vivre après un diagnostic dépendent de plusieurs facteurs. Âge, localisation, milieu urbain ou rural, présence d'un partenaire de soins. Donc un diagnostic en temps utile de la démence représente une étape importante pour recevoir les soutiens et le traitement adapté qui permettent aux gens de vivre des vies bien remplies. Pour soutenir les gens qui ont besoin d'une évaluation, nous devons soutenir les médecins de famille canadiens qui ont besoin d'aide pour diagnostiquer la démence. Nous n'avons pas besoin de sondage, de recherche, simplement nous devons agir. Enfin,
Donc, fournir un soutien aux personnes après le diagnostic est extraordinairement important pour les personnes atteintes de démence. Le Canada ne dispose pas d'un itinéraire facile d'accès et à la navigation facile pour mettre ces personnes en rapport avec les possibilités de réadaptation et de soutien immédiatement après le diagnostic, et surtout dans les zones éloignées rurales. La connaissance des ressources en milieu communautaire est défaillante. Le Canada a besoin de pivots qui permettent de naviguer dans ces ressources. Dès le diagnostic, la personne devrait être affectée à une personne assurée, chargée de la coordination spécifiquement de la navigation et avec laquelle ils peuvent créer un plan de soins qui doit être passé en revue une fois par an, renouvelé au besoin. C'est un modèle qui a été mis au point en Angleterre. Donc les cliniques de mémoire d'abord, les algorithmes de diagnostic et de traitement de la démence en soins primaires, et puis l'équipe RADAR dont nous allons entendre parler, ainsi que le soutien au plan des données. Je vous donne la parole à présent à Mimi Lowe-Young. Mimi Lowe-Young, merci. Pardon, Jessica Fournier. Merci, Marybeth. Alors, Mimi Lowe-Young, je voudrais vous demander en quoi la technologie peut-elle aider les équipes de soins et les médecins de première ligne à diagnostiquer la démence et à diriger les personnes atteintes vers les bonnes ressources. Mimi Lowe-Young. Bon, alors je vais commencer par mes brèves observations, répondre à cette question très importante. Nous avons vu à quel point la technologie peut soutenir les soins primaires et les équipes de soins dans le diagnostic et le soutien post-diagnostic. À la suite de la COVID, nous comprenons donc le rôle que la technologie peut jouer pour soutenir les personnes. Donc, en l'absence d'une guérison, d'un traitement de la démence, le soutien communautaire peut favoriser donc l'activité au plan cognitif afin de différer la survenue d'une éventuelle démence et puis soutenir les personnes qui ont déjà subi un affaiblissement de leurs facultés. Des solutions novatrices peuvent également être proposées après le diagnostic pour permettre aux adultes plus âgés et à leurs aidants d'entrer en contact avec les services de soutien communautaire dès que possible. L'inclusion des innovations en matière de technologie dans la boîte à outils du système canadien permettra de mettre en œuvre cette stratégie dans un esprit prospectif afin de tenir compte des besoins actuels, de la situation actuelle des Canadiens. AgeWell est un réseau d'excellence de chercheurs partout au pays qui mettent au point une innovation prometteuse portant surtout sur les milieux résidentiels et communautaires, mais qui s'applique également dans les cliniques de mémoire, les établissements de soins de longue durée et d'autres. Il s'agit d'améliorer la vie des Canadiens et ces outils ont été mis au point avec l'apport des personnes vivantes avec la démence qui jouent un rôle clé dans toute initiative de ce genre. Je vous donne deux exemples de diagnostic précoce et de soutien diagnostique à domicile. Et une petite pub pour le prochain webinaire le 8 décembre qui portera sur ces deux innovations. Les technologies d'analyse de la parole et de suivi des mouvements oculaires existent pour diagnostiquer la démence. Par exemple, il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser la parole et déceler l'affaiblissement cognitif associé à la démence. Un exemple de soutien post-diagnostic à domicile, des applis qui offrent des rappels de tâches. Encore une fois, on en parlera dans le webinaire du 8 décembre de la FCASS. Il existe d'autres technologies, par exemple la technologie de maison intelligente, technologie de reconnaissance vocale, qui permettent d'accroître l'autonomie des personnes vivantes avec la démence. Alors donc voici deux exemples parmi de nombreux autres. Nous avons commencé à comprendre comment la technologie peut vraiment soutenir les médecins de soins primaires et les équipes de soins dans la phase post-diagnostique.
Jessica Fournier, merci. Mimi Lowe-Young. À présent, je voudrais donner la parole à la professeure Deborah Morgan qui va faire un exposé sur les Rural Primary Healthcare Memory Clinics. À vous la parole. Professeur Deborah Morgan. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir cette possibilité de vous parler de nos cliniques, nos Rural Primary Healthcare Memory Clinics. Je reconnais que j'habite et je travaille dans le territoire du traité 6, foyer de la population métisse. Nous reconnaissons les ancêtres métis et autochtones de cette terre. Aujourd'hui, je vais évoquer donc les Rural and Remote Memory Clinics. C'est en 2004 que le projet Radar a créé une initiative à l'Université de Saskatchewan afin d'améliorer le diagnostic et la gestion des démences complexes et difficiles à diagnostiquer pour les personnes vivant dans la région rurale, la Saskatchewan. Tout a commencé par un projet de démonstration et de recherche. Maintenant, c'est financé par le ministère de la Santé. La clinique soutient également la recherche, la formation et propose des interventions à distance et une aide au diagnostic pour les fournisseurs de soins primaires et les personnes vivantes avec la démence en milieu rural. Une courte vidéo peut être visionnée en suivant le lien qui se trouve sur la diapositive. Les patients viennent à la clinique à Saskatoon pour passer toute une journée d'évaluation et la plupart rentrent avec un diagnostic en fin de journée. Les évaluations se font à présent virtuellement à cause de la pandémie. Le mandat de la clinique consiste à recevoir des patients complexes typiques, mais des patients nous sont adressés pour des cas moins complexes. Et nous avons appris que beaucoup de médecins de soins primaires ne sont pas à l'aise pour poser des diagnostics. Nous avons réalisé une consultation qui a mis en lumière la nécessité de stratégies pour soutenir les diagnostics en matière de soins primaires. C'est là le but du projet de recherche que je vais évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons établi un partenariat avec la région rurale de santé dans le sud-est de Saskatchewan. Nous avons établi une évaluation des besoins. J'oublie de vous dire que nous changeons de diapositive, donc je vous demanderai de bien vouloir changer de diapositive. Alors, l'évaluation régionale des besoins a repéré 3 grandes questions. Des difficultés dans le dépistage et le diagnostic précoce, l'absence d'outils à l'aide à la décision et de cheminement clinique, et puis la nécessité de stratégies de soins en équipe de la démence. Donc un décloisonnement. Notre objectif était de travailler avec les équipes primaires, de soins primaires en milieu rural, pour mettre au point un modèle qui soit adaptable à différents contextes ruraux. Nous travaillons avec 4 équipes de soins primaires qui sont toutes à 4 à 5 heures de route de Saskatoon. Pour nous assurer qu'une démarche axée sur les données probantes soit adoptée, nous avons recensé la littérature et identifié 7 éléments des soins primaires qui sont associés à de meilleurs résultats. La plus grande partie de ces recherches n'ont pas été menées dans des milieux ruraux. Donc, à partir de ces 7 éléments que l'on voit dans les cases, nous avons créé 3 domaines, sont les roues dentées, soit interprofessionnels, soutien des prestataires par des spécialistes et outils d'aide à la décision. Une fois ce modèle conceptuel mis au point à partir de la littérature, nous avons travaillé en étroite collaboration avec une équipe de soins primaires pour opérationnaliser ou mettre en pratique ces éléments d'une manière appropriée pour le contexte rural et de manière à répondre aux besoins identifiés. Ce qui en est ressorti, une clinique multidisciplinaire de mémoire, et après de nombreuses versions, la première clinique a eu lieu à Kipling en 2017. Alors, le domaine des soins interprofessionnels inclut donc une équipe de clinique, y compris médecins, infirmières de soins à domicile, ergothérapeutes, coordonnateurs de la société de l'Alzheimer, la gestion des soins coordonnée avec plusieurs membres de l'équipe, et nous utilisons un système de données médicales partagées. Nous utilisons donc l'équipe de la société de l'Alzheimer, les responsables des soins à domicile. 2 familles sont évaluées, une le matin, une l'après-midi. L'évaluation commence par une brève rencontre de l'équipe, ensuite la rencontre des patients et des familles pour prendre en charge leurs préoccupations. Ensuite, les patients subissent une évaluation séparée par chaque
professionnels. Puis la famille rencontre la Société de l'Alzheimer, les spécialistes en soins à domicile ou travailleurs sociaux. Ensuite, il y a une ultime rencontre pour évoquer les résultats et les plans de suivi. Le deuxième domaine, les outils d'aide à la décision. Le principal outil est l'algorithme PC-Data, donc d'évaluation de traitement de la démence en soins primaires, créé par le Dr Dallas Seitz à l'Université de Calgary, basé sur les lignes directrices de consensus canadiennes sur la démence. Il y a donc des modules de formation, des itinéraires de soins et d'autres ressources. Les fiches sur papier initiales ont été adoptées par les équipes en divisant l'évaluation en volets pour chaque membre de l'équipe, en ajoutant des parties relatives à l'ergothérapie et à la physiothérapie, et puis en intégrant ces fiches dans le DME, auquel tous les membres de l'équipe ont accès. Nous avons également mis au point un manuel d'outils de soutien à la décision, y compris les fiches, un matériel de formation, des descriptions de rôle de tous les membres de l'équipe et des ressources comme des gabarits de lettres ou de recommandations à l'intention de la famille et des patients. Ensuite, le soutien des prestataires par les spécialistes. Troisième domaine, qui prend plusieurs formes. Sensibilisation des équipes. Chaque membre de l'équipe prend part à des séances de sensibilisation. Et puis, il y a des thèmes qui sont identifiés par les équipes. Nous trouvons des experts pour proposer des sessions d'éducation. Si après la clinique, l'équipe de soins primaires estime que des tests et un soutien supplémentaire pour le diagnostic ou la gestion sont nécessaires, les patients peuvent être adressés par des soins dans le cadre de la RRMC, et la professeure O'Connor va en parler de sa présentation. Voici les équipes avec lesquelles nous travaillons. La plus grande partie du travail de développement a été fait sur plusieurs années avec l'équipe de Kiplin en haut à gauche, et progressivement, nous avons étendu cela à d'autres équipes. Donc, afin d'adapter la configuration, par exemple, Weyburn est la seule équipe où il y a des travailleurs sociaux. Il s'agit d'un centre plus important avec une population de 11 000 personnes par rapport à 1 à 2 000 habitants dans les autres communautés. Toutes les équipes sont dirigées par des infirmières praticiennes, sauf à Weyburn, qui est dirigée par un médecin de famille. Voici certaines des activités entreprises par Raider pour faire connaître les cliniques. Nous entretenons des relations avec la direction des gestionnaires des régies de santé pour être mis en rapport avec les personnes appropriées, pour identifier de nouveaux sites et nous aider à comprendre l'impact de la réorganisation des régions de santé depuis plusieurs années. La Saskatchewan est passée de 13 régions à une région avec 39 réseaux. Il y a toujours une évolution depuis plusieurs années. Nous avons créé une vidéo pour accroître la sensibilisation du public. Nous avons travaillé avec les équipes pour adapter les rôles des membres aux différentes configurations. Nous avons engagé l'infirmière praticienne pour la première équipe. Il faut assurer un soutien aux nouvelles équipes. Nous avons encouragé le mentorat entre équipes en assurant donc un jumelage entre équipes, et notre comité de direction régionale nous permet de nous tenir au courant de la situation d'ensemble. Nous avons mis au point un plan pluriannuel pour la diffusion, y compris recrutement et formation de nouvelles équipes, y compris un atelier d'une journée avec une équipe existante et 2 nouvelles équipes. À l'heure actuelle, il est vraisemblable que ces webinaires se dérouleront sur WebEx. Nous avons mis en œuvre des stratégies en vue de favoriser la pérennité des cliniques existantes. Nous avons des rencontres régulières du groupe de travail avec les équipes afin d'entretenir les relations, de soutenir la résolution de problèmes, de nous aider à comprendre les questions de pérennité. Nous avons des rencontres de suivi mensuelles avec tous les facilitateurs en soins de santé primaire. Nous fournissons des ressources comme par exemple des portables, des téléphones, formation. Nous avons des séances de formation ciblées régulières sur des thèmes identifiés par les équipes. Et nous aidons les membres des équipes pour qu'ils puissent participer aux conférences et à notre sommet annuel sur la démence. Ensuite, il y a eu des défis, des obstacles dans la mise à l'échelle. Il est difficile d'identifier de nouvelles équipes lorsqu'il y a une réorganisation en cours dans les systèmes de santé régionaux, des changements de direction et des priorités concurrence au niveau des fournisseurs de soins primaires, surtout avec la pandémie de COVID-19, différents systèmes de DME. Certaines équipes travaillent sur un DME différent de celui pour lequel nous avons créé les fiches. Manque de ressources humaines dans certaines équipes,
surtout des thérapeutes, nous nous sommes demandé si certaines parties des évaluations pourraient être réalisées par d'autres ou comporter une évaluation de filtrage afin de repérer les patients ayant besoin d'un aiguillage ultérieur. Puis la distance par rapport aux équipes permet difficilement d'avoir des rencontres en personne avec la direction et nous voulions que ce modèle soit bien formé dans différentes configurations, bien testé dans différentes configurations. Alors donc nous avons donc assuré donc une diffusion. Nous avons publié 2 articles sur la mise en œuvre des cliniques et leur implantation. Et nous mesurons actuellement les résultats des cliniques en vue de leur diffusion. Nous avons plusieurs études sur les résultats qui sont en cours, même si la collecte de données a été suspendue parce que les cliniques ont été fermées pendant 6 mois à cause de la pandémie. Mais nous collaborons avec des équipes afin d'élaborer des plans d'action pour la diffusion et la pérennisation des cliniques, l'évaluation des résultats pour les partenaires de soins. Nous évaluons l'expérience des patients, la qualité de vie des patients, les besoins en matière de services avant et après. La clinique est en partenariat avec la Société de l'Alzheimer. Nous évaluons le rôle des coordonnateurs de premier niveau dans les cliniques. Nous avons un certain nombre d'autres initiatives qui sont en cours d'approbation dans la boîte, dans la case bleue. Ensuite, quelques constats sur l'expérience des patients et des familles. Les patients se déclarent à l'aise, déclarent que les cliniques sont commodes, ils ne sont pas obligés de se rendre dans des grandes villes, ils se sentent soutenus, ils se sentent écoutés, ils apprécient l'expertise, la sensibilité, la compréhension de l'équipe et apprécient les renseignements sur l'état du patient, les ressources, les services offerts et la suite des choses. Et cette information continuera d'être recueillie, c'est important pour guider le fonctionnement futur des cliniques de mémoire. Et voilà qui conclut ma présentation. Je remercie tous nos partenaires de financement pour cette recherche. Si vous avez des questions, je serai heureuse de vous répondre par courriel. Le site web Raider contient davantage d'informations sur nos ressources. Jessica Fournier, merci beaucoup Debra pour votre présentation. À présent, nous allons vous demander de répondre à quelques questions au sujet des cliniques de mémoire en milieu rural. Je vais en donner lecture. Avant ce webinaire, connaissiez-vous le modèle Rural Primary Healthcare Memory Clinics? Oui ou non? Et deuxième question, j'en sais plus sur Rural Primary Healthcare Memory Clinics qu'avant de participer à ce webinaire sur une échelle d'1 à 5 points. Je vous invite également à saisir vos questions sur ce système, sur ce projet, dans la boîte de dialogue. Nous y répondrons pendant la période de questions à la fin de notre webinaire après la présentation suivante. Merci pour vos réponses. Nous allons à présent donner la parole à la professeure Megan O'Connell, qui va nous parler du projet RRMC 2.0. Professeur Megan O'Connell, merci beaucoup. Donc, le travail que je vais évoquer procède en partie de mon travail en tant que clinicienne dans une des cliniques de mémoire en milieu rural. Les services de diagnostic sont très importants, nous l'avons découvert, mais il y avait très peu de services post-diagnostic, en particulier dans les zones dont je vais parler dans un instant. Oui. Alors donc, nous disposons d'un ensemble d'interventions à distance qui utilisent la technologie pour rejoindre les personnes dans les régions rurales de la Saskatchewan. Alors, nous avons découvert des personnes qui n'étaient pas diagnostiquées d'Alzheimer, mais qui avaient des troubles de la cognition reliés à des troubles du sommeil, et qui, malgré les troubles du sommeil, éprouvaient toujours des difficultés. Ce sont des personnes atteintes de démence non diagnostiquée. Nous avons donc décidé de mettre au point le RMC 2.0 pour rejoindre ces personnes. Voici donc
une vue d'ensemble du RMC. C'est un soutien post-diagnostic intégré aux nombreux services de soutien post-diagnostic fournis par la Société Alzheimer de la Saskatchewan. Mais nous avons commencé en particulier par les traitements du trouble du sommeil fournis à distance, ainsi que des services de réadaptation cognitive, des interventions qui sont basées sur une compréhension de l'organisation du système nerveux. Nous travaillons à l'heure actuelle à des interventions sur les réseaux sociaux, des interventions sur la socialisation et des soutiens aux aidants autochtones. Mais nous avons toujours des préoccupations au niveau des cas non diagnostiqués. Donc, nous avons mis au point un modèle de triage et de soins en collaboration. Les spécialistes de la clinique assistent à distance les prestataires de soins primaires dans le diagnostic de démence. Par contraste aux cliniques rurales et en milieu éloigné, notre projet concerne l'ensemble de la Saskatchewan, pas seulement les milieux ruraux. Mais je dirais que les technologies utilisées pour rejoindre les personnes étaient conçues pour accroître l'accessibilité pour les personnes dans les milieux ruraux de la Saskatchewan. Nous avons reçu un financement pour ce travail. Donc, nous avons reçu le financement. Nous avons commencé au moment même où la pandémie a commencé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres provinces, mais chez nous, tout a été arrêté pendant plusieurs mois. Maintenant, nous pouvons travailler en ligne. À cause du fait que nous tâchons d'utiliser la technologie à distance pour rejoindre les gens, nous pouvons toujours travailler pendant la pandémie. Donc, je voudrais décrire ce qui ressemble aux principes clés pour ce projet qui était importante pour nous en consultation avec l'expérience vécue de la démence. Bien souvent, nous avons vu beaucoup de gens qui éprouvaient des difficultés à amener leurs fournisseurs de soins primaires à croire qu'ils avaient des préoccupations justifiées, surtout des problèmes de démence survenus précoces. Et c'est pourquoi il faut donc tout d'abord sensibiliser à cela. Il y a des personnes que nous recevons dans la clinique de mémoire qui disent « Bon, ça m'a pris 2 ans pour amener mon médecin de fournisseur de soins primaires à m'adresser ici. » Donc, l'un des éléments clés pour mettre au point RMC 2.0, c'était de pouvoir permettre l'auto-aiguillage en évaluation. C'est également en raison de la nature des spécialistes que nous utilisons à RMC 2.0. Ce ne sont pas des spécialistes qui sont remboursés en vertu du système de santé. Ils n'ont pas le même genre de défis structurels. Par exemple, si vous adressez un patient à un neurologue, il faut qu'un fournisseur de soins primaires fasse l'aiguillage afin que le neurologue puisse être remboursé. Dans le cas d'un psychologue, en revanche, le modèle n'est pas le même, n'est pas financé de la même façon. Donc, comme je l'ai dit, un des aspects, c'est que cet élément pourrait être pertinent avec n'importe quel clinicien, mais à l'heure actuelle, c'est le modèle que nous utilisons parce que il se trouve, je suis psychologue clinicien, mais ça pourrait être quiconque n'a pas besoin d'un aiguillage d'un médecin. Et l'auto-aiguillage des patients et de leurs proches, c'est un élément très important parce que parfois, pour beaucoup de familles, on nous dit au fil des années que les obstacles au diagnostic peuvent malheureusement exister dans les soins primaires. Un autre aspect dans la genèse de RMC 2.0, ça a été mon travail au sein de l'équipe de la professeure Morgan dans les Rural Primary Healthcare Memory Clinics. Nous avons constaté certaines équipes au niveau de la rétention du personnel, de la continuité. Nous formons des médecins, puis ils nous quittent. Par ailleurs, toutes les équipes ne sont pas nécessairement intéressées, ne voient pas nécessairement la nécessité de se joindre. En dépit d'un programme excellent, fantastique, certaines cliniques de soins de santé primaires nous disent on n'a pas vraiment assez de cas de démence pour avoir un véritable impact. Donc, dans la littérature, au moins, il y a une absence de standardisation, ce qui peut limiter le suivi de ces tests. Donc, nous nous sommes dit qu'il nous faudrait quelque chose qui soit centralisé, qui utilise une technologie accessible pour les familles vivantes en région rurale par éloignée.
Donc, l'évaluation est par téléphone. Pourquoi par téléphone? Il y a une ou deux raisons pour lesquelles nous avons choisi cela. D'abord, c'est que tout le monde a accès au téléphone dans les régions rurales de la Saskatchewan. La très très grande majorité des gens en tout cas. La plateforme de vidéoconférence, l'infrastructure nécessaire pour cela, c'est beaucoup moins fréquent. Et puis un autre élément, c'est que nous avons accès à d'excellents outils d'évaluation cognitive qui sont utilisables au téléphone. Si vous souhaitez prendre connaissance de la littérature, je peux vous faire un bref résumé. Cela crée un défi pour l'examen physique qui doit être fait de manière asynchrone. Alors, il faut une approche de collaboration au processus diagnostique que j'évoquerai dans un instant. Donc, donc il s'agit d'un personnel affilié à un organe central et dont le diagnostic fait partie du champ de pratique. Donc, en procédant à distance, on peut faciliter le respect de ce principe. On peut donc avoir un service rapide, centralisé, qui sert toute la province. Et puis une admission, une coordination centralisée, c'est critique également. Et en fait, quand nous avons commencé ce projet, nous avons établi un partenariat avec la Société d'Alzheimer de Saskatchewan, qui a un numéro 800 et qui a également un programme de sensibilisation, ABCs of Dementia. Une partie de notre travail alimente leur campagne de sensibilisation parce qu'il faut que vous êtes au courant du fait que telle ou telle préoccupation doit vous amener à subir une évaluation. Et nous avons, à partir de notre subvention, nous rémunérons donc une personne titulaire d'un poste de coordonnateur du diagnostic et du soutien. Le rôle de cette personne consiste à soutenir le diagnostic. Il y a les outils existants, donc la trousse d'outils en cas d'obtention d'un diagnostic, c'est un guide sur la façon de parler à votre fournisseur de soins primaires, mais si cet obstacle subsiste, eh bien on peut nous consulter. Voici un schéma des différentes façons dont on peut obtenir, dont on peut rejoindre RMC 2.0. On peut s'adresser à la Société d'Alzheimer, composé numéro 800. On peut venir nous voir directement. Nous avons des annonces sur notre site web et les professionnels de la santé nous adressent des cas en particulier parce que, comme nous l'avons dit au début, beaucoup de fournisseurs de soins, trop de fournisseurs de soins primaires ne sont pas à l'aise pour faire un diagnostic de démence ou bien ils veulent que le patient subisse une évaluation cognitive et c'est ce que nous proposons. Donc, nous établissons un lien avec le programme Premier Lien de la Société Alzheimer et les intervenants pivots qui participent à la navigation dans le système. Mais nous nous demandons aussi, bon, est-ce que ces défis ont vraiment besoin d'être pris en charge par les différents critères d'intervention ou bien est-ce qu'il faudrait également recourir aux critères de diagnostic. Mais dans certains cas, nous voyons des cas qui sont compliqués ou des gens qui n'auraient pas dû être pris en charge au RMC 2.0. Là, nous devons adresser à la RRMC. Alors donc, nous devons adresser à la RRMC, là où nous avons un neurologue, le Dr Andrew Cook, qui peut procéder à une évaluation médicale. Si les patients sont dans la région du Sud, le RRMC 2.0 peut être considéré comme soutien spécial dans la mesure de la cognition pour cette équipe-là. Nous avons également d'autres services comme l'évaluation gériatrique et prise en charge. Et nous avons également, tout récemment, Saskatchewan, nous avons bénéficié de l'installation de 2 nouveaux gériatres. Donc nous avons à présent des services spécialisés pour le diagnostic. Mais en fonction de l'évaluation, s'il s'agit d'un cas clair de démence typique attribuable à la démence, ça serait un exemple d'un cas typique, qu'il est évident que nous pouvons faire un diagnostic du moment que nous avons que nous avons une possibilité de prise en charge médicale. Nous travaillons dans le cadre de ce modèle donc collaboratif. Donc il y a plusieurs niveaux de travail avec les partenaires. Il appartient aux fournisseurs de soins primaires de décider quel modèle ils désirent utiliser. Nous avons modifié nos procédures
afin d'assurer la flexibilité au niveau de la technologie. Si l'on veut utiliser la vidéoconférence, on peut le faire. Si on veut utiliser le téléphone, on peut le faire. Toute l'idée, toutefois, c'est d'utiliser la technologie afin de rejoindre à distance les fournisseurs de soins primaires en participant à l'une de leurs visites avec leurs patients et leurs proches afin que nous puissions apporter le diagnostic de façon collective. Un principe clé, c'est la flexibilité et suivre l'orientation du fournisseur de soins primaires quant au choix de la méthode. Alors donc on peut travailler avec nous de façon très limitée. Par exemple, il leur suffit d'exclure les causes médicales. Moi je suis psychologue, je ne peux pas porter un diagnostic de démence à moins que les causes médicales potentielles ne soient exclues. Alors donc, dans un modèle traditionnel, un neuropsychologue pratiquant seul, j'aurais donc des patients qui me seraient adressés après que les causes médicales sont exclues. Là, je peux prendre en charge et poser un diagnostic. Donc, nous pouvons avoir un modèle très semblable qui exige moins d'engagement de la part du fournisseur de soins primaires. Idéalement, toutefois, nous espérons que les patients participeront à des soins collaboratifs. Il existe différentes possibilités et nous utilisons la technologie pour rejoindre les visites des patients auprès de leurs fournisseurs de soins primaires, que ce soit à Saskatoon, dans la région rurale de la Saskatchewan ou ailleurs. Et on leur donne l'option, est-ce que vous voulez que nous communiquions le plan et présentions le rapport à l'équipe donc, est-ce que vous voulez que nous communiquions le diagnostic? Je peux communiquer le rapport à l'avance. Et donc, on peut animer donc les discussions relatives à la prise en charge au niveau de la déclaration à la SGI. Et cet élément ressort de notre travail dans les cliniques soins primaires. Il est évident que les rapports aux organismes gouvernementaux, quant à, par exemple, la cessation de la conduite, peut vraiment affaiblir la relation avec le fournisseur de soins primaires. Donc le personnel de RMC 2.0 pourrait très bien assumer ce rôle et maintenir la relation entre la famille et leur fournisseur de soins primaires. Et bien entendu, le modèle le plus intégré consiste à travailler ensemble, tout comme je le fais avec le Dr Kirk à la clinique de la mémoire, où nous communiquons nos conclusions relatives à ce diagnostic. Nous demandons quelle en est la raison d'être. Nous avons un plan de gestion. Donc il y a un certain nombre de discussions et nous proposons conjointement le rapport de signalisation à la SGI. Et voici quelques possibilités donc d'options pour l'engagement. Il s'agit de l'une des mesures, le niveau de participation est une des mesures de résultat. Donc jusqu'ici, nous avons obtenu notre financement en mars, mais bon, la pandémie s'est déclarée. Donc nous avons passé la plus grande partie de l'été à mettre en place les différents modes à partir du réseau de télésanté de la Saskatchewan. Nous avons donc transféré les cliniques rurales à milieu virtuel. Et puisque nous utilisons la technologie à distance pour avoir un accès à distance avec les gens, nous pouvons le faire pendant la pandémie. Donc, voilà pour les recommandations aux familles. Il s'agit de l'un des éléments qui peut contribuer au développement de ce modèle. Il y a certaines personnes qui ont d'autres problèmes de santé qu'il faut écarter. Parfois, le diagnostic doit être différé. Mon rapport a servi davantage à éclairer le neurologue dans son évaluation plus intensive et en profondeur. Nous devons encore déterminer l'itinéraire post-diagnostic. Si vous passez par notre mécanisme, il faut en tout cas établir un lien avec les ressources de la Société Alzheimer et du pivot, ce qui peut beaucoup faciliter la planification future. Et nous allons réaliser des entrevues au sujet des obstacles et des éléments favorables à ce nouveau modèle. Ça ne s'est pas encore produit, mais nous sommes encore aux premières étapes. Jusqu'ici, il est intéressant de constater que nous avons décidé d'utiliser le téléphone. Certaines personnes n'aiment pas le téléphone. Alors, j'ai déjà décidé d'adapter le processus pour offrir une flexibilité complète. Si vous avez accès
à la vidéoconférence, par exemple, que vous souhaitez l'utiliser, nous vous suivrons, nous vous emboîterons le pas. Mais le principe de l'utilisation du téléphone consiste à utiliser une technologie qui est universelle, facilement accessible et psychologiquement accessible. Donc les gens qui n'ont pas accès à la technologie, il y a des obstacles physiques et aussi psychologiques. Donc jusqu'ici, j'ai constaté en ce qui concerne mon temps et la nouveauté, mais cela a été beaucoup plus difficile d'accepter, d'intégrer les fournisseurs. La plupart sont disposés à se reposer sur nous. Il y a eu quelques infirmières praticiennes qui ont été très impressionnées par le modèle de soins collaboratifs. Nous verrons comment cela se passera. Mais encore une fois, nous en sommes encore au tout début et nous allons mesurer ce niveau de participation au niveau des soins primaires afin de contourner le problème. Et nous allons procéder à une évaluation qualitative de ce processus de diagnostic conjoint lorsque nous pourrons le faire. Jusqu'ici, notre processus a été surtout axé sur les consultations des spécialistes. Et avec la Société Alzheimer de la Saskatchewan, nous avons soutenu les campagnes de sensibilisation et tâché d'accroître la sensibilisation à la nécessité d'un diagnostic. Nous allons évaluer le rôle des coordonnateurs du diagnostic et du soutien dans le cadre de la RMC 2.0. Dans toute la mesure du possible, il s'agit d'intégrer notre travail dans les services existants, les services de soutien existants, et tout particulièrement le service de soutien post-diagnostic, y compris le pivot, coordonnateur pivot, fourni par la Société de la Saskatchewan. Et voici nos commanditaires. Jessica Fournier, merci beaucoup, Dr. O'Connor, pour votre présentation. Je vous demanderai à présent de répondre à quelques questions au sujet de la RRMC 2.0. Avant ce webinaire, connaissiez-vous RMC 2.0, oui ou non? Et j'en sais plus sur RMC 2.0 qu'avant de participer à ce webinaire. Donc une réponse sur une échelle en 5 points. Donc je vous donne quelques instants pour répondre à ces questions. Et si vous avez des questions pour la Dr. McConnell, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de dialogue. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réflexions. Nous allons résumer les questions et les commentaires dans une synthèse post-webinaire qui vous sera communiquée plus tard. Je vais commencer par donner la parole à Mary Beth Whiten pour nous donner quelques réflexions. Mary Beth Whiten. Merci. Encore un webinaire fort intéressant. Je voudrais presque résumer mes commentaires en quelques termes qui m'ont sauté aux yeux. Qualité de vie des patients et besoins en matière de services, collaboration, technologie et auto-aiguillage pour l'évaluation. Pour moi, en tant que personne vivante avec la démence, ce sont des éléments qui sont tellement critiques pour la navigation vers le diagnostic, deuxièmement le diagnostic et troisièmement le soutien par la suite. Donc ces deux présentations comportaient des éléments très intéressants, y compris un soutien au niveau de l'aiguillage et le numéro 1-800, que j'adore les numéros 1-800. Donc ça c'est tellement très important. Vous voyez, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui attendent des réponses, alors je vous rends la parole. Jessica Fournier, merci beaucoup. Mimi Lowe Young, quelques réflexions? Mimi Lowe Young, oui, bien sûr. Ce qui ressort, c'est la mise au point d'un mécanisme pour accroître la sensibilisation à la participation active et l'utilisation de la technologie. Cela montre combien nous pouvons être flexibles au niveau de la technologie, de profiter intégralement du diagnostic et du soutien post-diagnostic au niveau de l'intégration des soins communautaires.
pour que la navigation puisse se dérouler au niveau donc de la famille notamment, et de la personne vivant avec la démence. Donc je félicite l'équipe qui a fait un excellent travail. Pour moi, c'est toujours la diffusion et la montée en échelle. Comment est-ce que l'on peut diffuser cela partout au pays? Ce sont d'excellents exemples de travail exceptionnel qui peut continuer de soutenir les personnes vivant avec la démence et leurs proches aidants. Jessica Fournier, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions dans la boîte de dialogue. Une des questions, où sont les articles publiés? Donc, nous allons établir un lien afin que vous ayez accès. Bon, il y a une question. Est-ce qu'il y a un point de contact identifié pour la personne recevant un diagnostic et sa famille? Professeur O'Connell, oui, c'est généralement le médecin ou l'infirmière praticienne qui est le point de contact dans ces équipes. Je sais que Fournier, oui, très bien. J'allais ajouter, pour ce qui est de la professeure O'Connell, que tous les membres de l'équipe, que ce soit travailleur social ou responsable des soins à domicile, peut aiguiller le patient. Je sais que Fournier, très bien. Donc l'autre question, combien de familles peuvent être accueillies en une journée? Professeur Deborah Morgan, 2 patients et leurs familles peuvent être accueillis en une journée. Il y a une évaluation en matinée, une autre dans l'après-midi. Chaque évaluation prend une demi-journée. C'est Fournier, très bien. Est-ce que vous offrez un soutien en matière de soins en fin de vie? Professeur Deborah Morgan, oui, il n'y a aucun obstacle, aucune limite quant à la durée du suivi. Oui, il y a un suivi. Les patients qui sont accueillis dans les cliniques de mémoire sont des clients de l'équipe de soins primaires. Donc d'un médecin de la clinique ou d'une infirmière praticienne. Donc les professionnels sont en contact avec les patients dont ils sont les fournisseurs de soins primaires. Donc les soins sont continus. Je sais que Fournier, est-ce que tous les DME en Saskatchewan sont identiques et sinon, comment est-ce que vous pouvez adapter votre outil? Professeur Deborah Morgan, oui, bonne question. Nous aurions voulu qu'il y en ait qu'un. Heureusement, il n'y en a que 2. Dans certaines provinces, il y en a encore plus. Un défi pour nous, c'est que nos fiches DME ont été élaborées pour un système de DME. Nous nous sommes efforcés de les adapter de concert avec le ministère pour déterminer comment nous pouvons les faire convertir pour utilisation dans l'autre système. C'est lent, mais nous explorons toujours cette possibilité car la plupart des équipes de soins primaires utilisent MedAccess, mais d'autres utilisent Accure. Donc nous y travaillons parce que c'est un obstacle pour la diffusion. Jessica Fournier, une question nous a été posée à l'adresse de la professeure Morgan et la professeure O'Connell. Est-ce qu'il y a une liste d'attente pour votre clinique et pour RMC 2.0? Donc, professeur O'Connell peut-être d'abord et ensuite le professeur Morgan. Professeur Megan O'Connell, nous venons de commencer à annoncer et nous avons, bon, je n'ai pas fait le décompte, mais sans doute plus de 10 cas que nous étudions. Ce n'est pas beaucoup pour une liste d'attente, c'est pas trop mal. Jessica Fournier, très bien. Et professeur Morgan, est-ce qu'il y a une liste d'attente pour votre clinique? Professeur Deborah Morgan, il y a 4 équipes qui proposent ces cliniques. Le délai d'attente varie selon l'équipe, mais en général, ce n'est pas trop long parce ils ne reçoivent des patients que de la pratique particulière. Certaines équipes acceptent des aiguillages venant du reste de l'extérieur. On fait un suivi pour voir comment cela affecte la demande, mais en général, les patients qui sont reçus sont des patients des membres de l'équipe. Donc ce n'est pas ouvert à d'autres patients pour l'instant. Donc la liste d'attente est plus gérable pour cette raison. C'est ce que fournit. Très bien. Une autre question au sujet de la liste d'attente. Est-ce qu'une une ligne 24 heures sur 24 pourrait compléter le service afin de pallier l'absence de soutien dans les lieux éloignés?
Professeur Deborah Morgan, pour les cliniques de soins primaires, nous n'avons pas de ligne téléphonique, mais la société d'Alzheimer en a une. Je crois que la professeure O'Connell y a fait allusion. Donc ce soutien existe certainement. Jessica Fournier, est-ce que la Régie de santé s'intéresse à intégrer la clinique de mémoire à ses services? Professeur Deborah Morgan, les cliniciens qui se trouvent dans les communautés rurales sont les cliniciens de la régie, pas les nôtres, ce sont les fournisseurs ordinaires pour la communauté. Donc ça, c'est une force de ces cliniques, c'est que les patients et leurs proches sont très à l'aise parce qu'ils les connaissent. Ce sont les médecins, infirmières praticiennes et autres professionnels qu'ils connaissent. Je sais que vous avez une dernière question. Quels sont vos objectifs, et notamment en matière de diffusion? Professeur Deborah Morgan, il faudrait poser la question aux cliniques. Je ne sais pas très bien de quels outils il s'agit en particulier, mais si ce sont les outils électroniques que j'ai décrits, nous avons adapté les outils électroniques mis au point par le professeur Seif. C'était un processus collaboratif, ça a pris plusieurs années, il y a eu plusieurs itérations. On va commencer avec des versions papier, et puis ensuite, lorsqu'ils ont été mis au point, nous les avons intégrés dans les DME, puis nous les avons évalués par versions successives. Au fur et à mesure que chaque équipe s'intégrait avec une configuration légèrement différente, nous avons adapté ces DME, ces fiches DME, jusqu'à ce que nous ayons une version standardisée qui puisse fonctionner pour plusieurs équipes avec différentes configurations de membres. Donc, afin qu'elles puissent fonctionner, quel que soit le milieu. C'est le processus que nous avons utilisé pour les élaborer. Jessica Fournier. Très bien, voilà toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui. Je remercie la professeure Morgan, la professeure McConnell pour la présentation. Je remercie Mary Beth Whiten et Mimi Lowe-Young pour leurs réflexions, leurs commentaires. Je remercie les productrices, les opératrices et l'interprète. Enfin, je vous remercie à vous tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais donner lecture de quelques questions d'évaluation. Vos réponses à ces questions nous aideront à planifier nos webinaires futurs. Alors, première question. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au webinaire, une échelle de 1 à 5, depuis tout à fait d'accord à fortement désaccord. Dans l'ensemble, j'étais satisfait de la façon dont j'ai pu participer activement à ce webinaire. Encore une fois, une échelle en 5 points, de tout à fait d'accord à fortement en désaccord. Troisième question, avez-vous d'autres commentaires ou suggestions pour améliorer le contenu partagé dans ce webinaire? Donc encore une fois, nous vous remercions et nous attendons avec plaisir de vous voir à notre prochain webinaire dans cette série, le 8 décembre 2020. Bonne journée.